Donc, Rabotai, mesdames, messieurs, donc là c'est la 5e année consécutive donc, où à la Maison d'Hébergement on organise donc, la commémoration de Yom HaShoah. Donc, parce que nous pensons donc, tous que faire œuvre de transmission aux nouvelles générations en invitant des témoins donc, qui ont vécu cette époque, soit en tant que déportés, soit en tant qu'enfants cachés, pour transmettre donc, aux nouvelles générations, puisque les témoignages, il n'y a rien de plus fort que les témoignages des témoins directs. Alors cette année, donc, on avait d'habitude, il était prévu donc une ancienne déportée d'Auschwitz, donc Madame Ginette Kolinka, donc elle devait donc venir témoigner, une dame de 91 ans. Donc elle s'était commandée à la dernière minute puisque donc elle a eu un imprévu, mais elle m'a promis qu'elle reviendrait chez nous pour témoigner. Alors peut-être dans les semaines qui suivront, donc elle reviendra. Donc c'est une dame donc de 91 ans, qui a toutes ses facultés, qui est réellement apte à témoigner, et donc elle viendra dans les semaines qui viennent. Là je remercie donc Madame Sarah Amar et donc Madame Sarah Castel, donc qui viendront donc témoigner. Alors, tout d'abord donc on va faire comme d'habitude donc le El Malé Rachamim, donc selon le rite Ashkenaz, avec notre ami donc Emmanuel Chaz, et ensuite donc on fera la Ashkava pour les Sfaradim. Alors je vais laisser la parole, je vais laisser le micro à notre ami Monsieur Chaz. Alors, je vais vous demander de vous lever. El Malé Rachamim Shoechen Bameroimim Hamseim Nicho Nechoino Tachas Kanfei Ashechino B'mahalais Kedoshim Mitoyerim Kezoy Arokia Mazhirim Es Nishmois Hachayne Vachayoy Seine Anoshim Venoshim Vilodim Vinoyekim Shnehergiv Shneshchete Vshnechnake Vshnek Berchaim B'machunois Hashmodo Behoishvit Maidanek Treblinko Kelom Kedoishim Mitoyerim Bahavir Sheonimat Mispalalim Bitzdoko Beharas Koras Nishmosom Lochain Bahalo Rachamim Yastireim Beseiser Knofov Lehoilomim Veyitzroir Bitzroir HaChayim Senishmosom Adoi Moyin Achalosom Began Eiden Teheim Nichosom V'yonichi b'shuloim al mishkevaysom v'noimar Omein. Dieu plein de miséricorde, toi qui résides dans les hauteurs, accorde un repos éternel sous les ailes de ta providence, à l'instar des saints et des purs qui brillent, étincellent comme la lumière du firmament, aux 6 millions d'âmes d'Israël, aux déportés et exterminés pendant la Shoah, hommes et femmes et enfants, tous saints et purs,
qui furent assassinés, brûlés dans les camps de la mort, en particulier à Auschwitz, Bergen-Belsen, Dachau, Majdanek, Mauthausen, Sobibor, Theresienstadt, Treblinka. Par la prière exprimée par notre communauté pour l'élévation de leur âme, ô Père miséricordieux, recouvre-les de tes ailes à jamais. Que leur âme soit protégée dans le faisceau de la vie éternelle. Amen. Que l'Éternel soit leur héritage. Que le souvenir de leur opprobre ne s'efface jamais. Et que leur mérite se pose en permanence sur nous et sur tout Israël. Amen. Ô terre, ne recouvre pas leur sang. Que leurs cris restent vivants, qu'ils reposent en paix et qu'ils se relèvent à la fin des temps. Amen. והחוכמה מאין תימצא ואיזה מקום בינה אשרי אדם מצא חוכמה ואינו יפי תאונה טוב שם משמן טוב ויום מבט מיום מבא לידו סוף דבר כל נשמע את האל מירא ודלתיו שמו כי זה כל האדם מנוחה נכונה בשבעה עליונה תחת כנפי השכינה במעלת קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים וחילוץ עשמים וכפרת השמים והרחקת פשע והקרבת ישע וחמלה וחנינה מלפני צור שוכן מעונה וחולקת הבא לחיי העולם הבא שם תאמנת ומחצת שבט כל הנשמות שנהרגו ושנצרפו ושנשמידו במחנות הריכוז וההשמדה על ידי הגרמנים ועוזריהם. הקדוש ברוך הוא ימח את שמם. רוח אדוני תניחנה מגן העדן להתפטרנה על מעדן קרעות אל אמר שמאיה והרעה מלך מלכי המלכים ירחמה וירחם עליהם ויחוס ויחמול עליהם מלך מלכי המלכים ברחמה ויסתירהם וכתר כנפיו וסתר אהלו לחזות בנועם אדוני יבקר ויחלו ולקץ הימין יעמידהם ומנחל עדניו ישקיהם ויצרור ויצור החיים נשמתם וישים כבוד ומנוחתם אדוני הוא נחלתם וילווה עליהם השלום ועל משכבם יהיה שלום כי תכתיב יבוא שלום ינוחו על משכבותם הולך ניחוחו הם וכל בני ישראל השוכבים עמם מכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. Alors, nous allons donner la parole donc, à la première des témoins, peut-être, Madame Castiel. Castel. Merci beaucoup. Okay. Voilà, je voulais vous raconter un tout petit peu ce qui s'est passé il y a à peu près 70 ans. Moi, j'avais presque 5 ans. Et le 17 juillet 1942, la grande rafle, où tous les juifs, beaucoup de juifs ont été raflés et amenés au Veldiv. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, quelques-uns. Voilà, on est resté pendant le matin du 17 juillet 1942. Enfin, je dois vous dire que moi, je faisais partie d'une famille très orthodoxe, très religieuse. On habitait dans le 4e arrondissement, rue des Écouves. Donc là où étaient concentrés beaucoup de juifs qui venaient de Pologne et de Russie. Le 17 juillet 1942, au matin, il y a des policiers français qui sont venus frapper à notre porte et nous dire de nous préparer et qu'ils allaient revenir nous chercher pour nous emmener dans une destination, on ne savait pas où encore à l'époque. Effectivement, ils sont venus, ils nous ont pris, ma soeur, enfin 2 sœurs, un frère, mes parents et moi-même. Voilà, on s'est retrouvés au Veldiv pendant à peu près 1 semaine, dans des conditions, je pense que vous en avez tous... Est-ce que vous avez vu jouer la rafle? Oui. Bon, ben voilà, exactement. Et encore, je trouve que ce film ne dit pas... Enfin,
il exprime beaucoup de choses, mais pas vraiment, vraiment exactement ce qui s'est passé, parce que c'était encore pire. On a passé 8 jours, enfin moi et ma famille, on a passé 8 jours épouvantables sur des gradins, dans une saleté, dans une puanteur, pas de nourriture, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Au bout de 8 jours, on est venu nous chercher et on nous a fait monter dans un train qui nous a amenés à Pithiviers, dans le Loiret. Je pense que tout le monde a entendu parler également de ces camps du Loiret. On est resté pendant quelque temps. Au bout d'un certain temps, on nous a séparés, mes parents, une sœur, un frère, d'un côté, et ma sœur qui avait 5 ans de plus que moi, une de mes sœurs qui avait 5 ans de plus que moi, c'est-à-dire 10 ans, d'un autre côté. On a été séparés et on ne les a plus jamais revus. Ils sont partis directement à Auschwitz. Alors que moi, ma sœur et moi, on est restés encore à Pithiviers pendant un certain temps. Inutile de vous dire dans quelles circonstances, dans quelles conditions. Et après ça, on nous a remis dans un autre train et on nous a emmenés à Drancy, où on est resté encore pendant un certain temps. Grâce à Dieu, moi donc naturellement on n'avait plus nos parents, on était ma sœur et moi, 2 gamines perdues dans ce camp, au milieu de milliers d'enfants, de centaines et de milliers d'enfants. Mais mon père avait un frère qui lui n'avait pas été pris. Donc, grâce à des relations, enfin bon, à l'époque, on faisait ce qu'on pouvait, fallait tricher, fallait mentir, fallait presque voler et tout. Et grâce à lui, on a réussi, enfin il s'est débrouillé pour nous faire sortir de ce camp de Drancy. Voilà. Ce qui fait que mes parents, à Pithiviers, on a été séparés de nos parents, d'un frère et d'une sœur qu'on n'a plus jamais revus. Et ma sœur et moi, après un internement de 3-4 mois à Drancy, on a réussi, enfin, grâce à mon oncle, on a pu sortir de cet enfer. Et une association, l'association israélite de France, nous a s'occupé de cacher les enfants dans les campagnes, chez des paysans et tout. Ce qui fait que ma sœur et moi, on a été cachés chez des paysans. On a été séparés, hein, on n'était pas dans les mêmes familles. Ma sœur, elle est tombée dans une brave famille de paysans. J'étais des paysans, mais enfin qui étaient braves. Ma sœur, elle avait 10 ans, elle vivait une vie normale d'une fillette de 10 ans chez les paysans. Mais moi, malheureusement, je suis tombée dans une famille très méchante, très cupide, moi j'avais déjà presque 6 ans, puisque le temps s'était passé, et ils se sont servis de moi comme d'une bonne à tout faire. Voilà. J'étais la servante, j'étais l'esclave, voilà, jusqu'à la fin de la guerre. Et après, heureusement, j'avais encore 3 frères qui étaient nettement plus âgés que moi. Donc eux, ils avaient réussi à passer en zone libre. Il y avait 2 zones à l'époque. Alors eux, ils ont passé toute la guerre en zone libre. Quand la guerre a été terminée, ils nous ont récupérés, ma sœur et moi, ils ont été nous chercher chez ces paysans. Elle dans une certaine famille, moi dans cette famille où j'avais été si malheureuse. Et puis voilà, on a vécu comme on a pu jusqu'à temps qu'on grandisse, qu'on vieillisse, qu'on se marie, et qu'à notre tour, on est que je me marie, que j'ai des enfants et que j'ai la joie d'avoir des petits-enfants. Ma revanche, c'est que ici présent, j'ai mes petits-enfants, mes petites filles, qui sont ma joie de vivre, qui sont ma revanche. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire.
des personnes qui ont des questions à poser à Madame Castel. Après, alors passez la parole à Madame Amar. D'abord, je voudrais vous remercier de cette initiative de nous avoir conviés à cette soirée. C'est avec beaucoup d'émotion, en venant d'écouter Sarah, qui est une amie de 30 ans, et bien, je viens d'apprendre deux choses qu'elle ne m'a jamais dit et que je découvre aujourd'hui. Donc vous nous permettez, par cette soirée, de pouvoir transmettre quelque chose qui est au fond de nous, dont nous ne parlons pas. C'est, je dirais, un trésor que nous gardons en nous et qu'aujourd'hui vous nous faites ressortir. Je n'ai pas été déportée, mais je suis fille de déportés et je voudrais vous raconter le parcours de ma mère, Zichron Libracha. Et mes parents étaient vraiment déportés, ont énormément souffert. Maman, comment vous dire, maman nous disait, c'est sûr que les souffrances qu'elle avait vécues, mais elle avait une émouna extraordinaire, c'est que malgré toutes ces souffrances, elle restait l'unique fille d'une grande famille. Elle a retrouvé 10 ans après la déportation ses sœurs en Israël, et c'est tout. Sur une famille de 200, ou je ne sais pas, peut-être beaucoup plus, c'est tout. Et c'est le même principe, donc c'était en Lituanie. Et on est venu les chercher une nuit. C'était les Lituaniens d'abord. On a emmené la famille la nuit et on les a parqués dans un ghetto, le ghetto de Vilno. Donc ma mère avait 14 ans. Et c'était pas la plus jeune, elle avait un petit frère de 2 ans plus jeune et 2 sœurs qui étaient plus grandes qu'elle. Et ils sont restés dans ce ghetto de la même façon qu'elle vient de dire, c'était la même chose, sans nourriture, sans rien du tout. Il fallait qu'ils essaient de s'émerger, de vivre toutes ces personnes qui sont arrivées dans cet endroit qu'on a parqué, qui ne pouvaient pas sortir, qui étaient sous contrôle. Et ce n'était pas suffisant. Et s'il y avait des problèmes de maladie, comme le petit frère de ma mère, eh bien, on ne pouvait pas le soigner, donc on l'a tué, tout simplement. Ça a commencé comme ça, pardon. Ah, ça. Mais toi, t'as déjà entendu? Non, elle n'a pas entendu. Et ensuite, on les a amenés dans le camp. Donc maman, à 14 ans, de 14 ans à 20 ans, elle était pratiquement dans 6 camps. On les a amenés par miracle. Il faut dire que ma mère était miraculée parce que les jeunes filles, on les prenait. Et maman, elle a été cachée donc, dans les cadavres. Ils essayaient de la cacher. Je ne sais pas quel miracle elle a eu. On l'a cachée pour pas la montrer. C'est un peu décousu, j'avais préparé un ordre comme ça, mais on peut pas, c'est très difficile de suivre un ordre. Faire une conférence, c'est pas du tout ce que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, mais je vais vous dire des choses aussi très positives. Donc maman a été déportée, et étant la plus jeune, elle était aussi très courageuse, et les conditions étaient plus horribles qu'on ne peut imaginer. Il y a des choses absolument horribles, par exemple, si dans la neige, elles avaient un pyjama rayé avec des sabots en bois, imaginez déjà comme ça pour marcher quand il fait froid. Mais quand c'est dans la neige et dans la glace et qu'il fait -20, c'est impossible. Je ne sais pas comment ils ont réussi à marcher, comment ils ont réussi à vivre. Aujourd'hui, ils nous ont donné une leçon de courage, d'humilité, je ne sais pas. On se plaint pour tellement de petites choses et ils ont réussi à vivre dignement, avec humilité et en criant leur judaïcité. Ça, c'est très important, ce message. C'est que tout le temps, ils étaient fiers d'être juifs. Jusqu'à la fin, et certainement en Gan Eden, ça c'est sûr. C'est ce qu'ils nous ont transmis, c'est cette force de dire à chaque fois, me disait maman, en yiddish, sei stark und stolz. Sois forte et fière. Dans tout ce qui t'arrive, la tête haute. Et c'est un message que j'ai gardé, que je garde et que je transmets à mes enfants qui, Baruch Hashem, l'ont bien assimilé aussi. Les ont attachés jusqu'à 120 ans tous. Amen. Et elle me racontait des choses, des petites choses. Elle ne voulait pas tout me dire, mais ça sortait de temps en temps. J'avais une maman qui ne dormait pas la nuit. Elle ne pouvait pas dormir la nuit, parce que la nuit, elle voyait des choses et tout ce qu'il y avait dans la maison, ça lui rappelait quelque chose des camps. Le papier, c'était des têtes de mort qui étaient empilées. On n'en voyait pas ça.
après, on regardait, effectivement, il y a des petits motifs de fleurs qui étaient empilés les unes sur les autres. Et on comprenait que ça pouvait être des têtes de mort, parce que ces nazis ont été vraiment plus qu'odieux. Ils ont récupéré tout ce qu'ils pouvaient récupérer pour en faire des meubles, pour en faire des lampes, pour en faire tout ce que vous voulez. Un abat-jour, pour ma mère, c'était quelque chose de terrible, parce que elle savait qu'avec la peau des êtres humains, on faisait des abat-jours, on faisait des tas de choses, on récupérait tout ce qu'on pouvait récupérer. Et ça, c'était les nuits de maman. Donc, en tant qu'enfant, on est 3 filles, je suis l'aînée, et il fallait se débrouiller le matin, parce que maman, elle dormait que quand nous on partait à l'école. La nuit, elle n'arrivait pas à dormir, malgré ce qu'elle prenait, etc. Mais ce que je voulais juste vous donner un petit signe dans la neige, quand elle marchait avec toutes ces femmes qu'on faisait marcher pour n'importe quoi, rien que pour les faire marcher à une certaine cadence en plus. Et quand une personne âgée tombait, ou une personne tout simplement, elle n'avait pas intérêt à tomber parce qu'elle était tuée sur place. Mais maman me racontait qu'elle a ramassé une dame. Elle ne pouvait pas la laisser. Elle l'a ramassée. Et parce qu'elle l'a ramassée, elle a reçu des coups de fouet terribles. Et malheureusement, cette personne n'a pas pu suivre. Et combien comme ça. Mais je pourrais vous raconter des choses, mais je voudrais quand même vous raconter le côté positif. J'ai le bonheur, peut-être par les conséquences de ce que mes parents ont vécu et ce que j'ai reçu, j'ai le mérite de m'occuper de l'association Ohana. Et parce que dans toute cette détresse, dans toute cette souffrance, il faut savoir que dans le camp, ils donnaient le meilleur d'eux-mêmes aux autres. Ils partageaient. Si ma mère, elle avait ramassé une petite pomme de terre, eh ben, il fallait que le soir, elle la ramène. Et elle prenait des risques, parce que même ça, elle n'avait pas le droit de le ramasser. Et ils avaient un petit poêle pour... vous savez, vous voyez ces pièces où ils dormaient sur des planches, les unes sur les autres. Et ils étaient tout autour, ces pauvres femmes. Et cette pomme de terre, c'était le symbole de la vie, parce qu'ils n'avaient presque pas à manger. On ne sait même pas comment ils sont survécus. Et coupés en petits morceaux, chacun avait un petit morceau. Ils essayaient de faire les fêtes, ils se maintenaient. Quelque chose d'extraordinaire. Mais pourquoi je vous ai parlé d'Ohana? C'était pas pour me placer, c'est pas ça du tout. C'est que au cours de mes premières visites, dans les premières années d'Ohana, je suis allée à l'hôpital visiter des personnes. Alors c'est vrai que mon nom, je m'appelle Sarah Amar, ça n'a pas une contenance particulièrement ashkénaze. Et j'ai rencontré, je parlais aux malades, et puis je me suis arrêtée devant une dame âgée, ashkénaze, et j'ai commencé à lui parler en yiddish. Et je lui ai demandé comment elle allait, etc., qu'elle me parle d'elle, c'était... Elle me dit, mais je comprends pas, d'où vous parlez le yiddish avec le nom que vous avez, Amar, c'est pas du tout yiddish. Alors j'ai dit, je suis ashkénaze, mais j'ai épousé un sfarad marocain, et elle me dit, ah bon? Je dis, oui. Et ça se passe très bien, jusqu'à ce matin. Et elle me dit, mais comment c'est ton nom de jeune fille? Alors je dis, c'est Weisberg. Elle dit, Weisberg? Comment c'est ton prénom? Sarah. Sarah Weisberg, elle me dit, attends, c'est pas possible. Tu es Sarah Weisberg, la fille de Myriam et de Max? Je dis, oui. Elle me dit, je t'ai tenue dans mes bras quand tu étais bébé. Parce que quand mes parents ont été libérés, ils ont été parqués à nouveau dans un camp de réfugiés qui s'appelait Pocking en Allemagne. Et c'était une meilleure vie, bien sûr, mais c'était un camp reconstitué, plus humain, pour pouvoir recevoir ces personnes. Et je t'ai tenue dans mes bras. J'ai assisté au mariage de tes parents, ils m'en avaient jamais parlé de ce mariage. Comment ça s'est passé et pourquoi? C'était un mariage très simple. Et pendant que tes parents cherchaient du travail, c'est moi qui te gardais. Je dis, c'est pas possible. Je la connais pas, j'ai jamais entendu parler d'elle, mais comment c'est possible une chose pareille elle me connaît mon nom, elle m'a vu bébé, et moi je sais rien, et je suis là à l'hôpital par le mérite d'une visite aux malades, par la visite des Kocholim, par une mitzvah. J'ai appris des choses, elle m'a parlé, choses que moi j'avais racontées. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'était le côté positif, comme une mitzvah en entraîne une autre, et comment on est conditionné dès le départ, et ça fait partie de l'éducation et de beaucoup de choses. Maman, mes parents, je n'ai pas parlé de mon papa parce que c'était plus réservé, mon père disait rien. Il nous aimait, il nous transmettait son amour, il essayait de faire ce qu'il pouvait pour qu'on ait un petit peu ce qu'il fallait. Je dis bien un petit peu, c'était pas facile.
Ils se sont connus, et ça c'est aussi une histoire extraordinaire, ça m'a été raconté aussi par cette dame et après plus développé par mes parents. Dans ce camp de Pocking, c'était aussi un camp de transit pour les Juifs qui venaient de Vienne, de partout, pour pouvoir partir également. C'est là qu'avaient lieu des départs clandestins pour Israël à l'époque, comme Exodus, etc. Et donc mes parents, qui ne se connaissaient pas, faisaient partie d'un convoi qui devait les amener en Israël. Malheureusement, ce convoi a été dénoncé, expatrié encore une fois à Pocking, et mes parents se sont connus dans ce convoi. Et le premier mariage de Pocking, c'était mes parents. Et le premier bébé, c'était moi. Alors, je voulais vous raconter cette histoire parce que on pourrait, c'est vrai que Sarah et moi, on pourrait transmettre tellement de choses difficiles, mais il faut voir les choses aussi. Ils nous ont transmis malgré tout une joie, une sérénité, une façon de vivre, et sans se plaindre. Sans se plaindre. Tout ce qu'on avait, c'était bien. Le peu qu'ils avaient, c'était extraordinaire par rapport à tout ce qu'ils ont survécu. Et c'est là que je voudrais conclure, à moins qu'il y ait des questions, parce que j'ai oublié, j'ai noté des thèmes, mais ce que je peux vous dire, c'est que ma mère était Bessimcha. Mon père était plus préservé, mais il avait une certaine Simcha. Mais elle avait cette joie de vivre, et elle disait toujours, sa phrase en hébreu, c'était semer dans la douleur, mais récolter dans la joie. Je crois qu'en hébreu, vous la connaissez, on l'a dit dans le paquet Amazon, et ça nous a beaucoup aidés. Jusqu'à aujourd'hui, j'espère le plus longtemps possible, parce que en même temps, pour tout le monde, Bezrat Hashem. Et ce qu'on a tiré comme leçon, c'est d'apprendre à donner. Penser à l'autre avant soi. Et ça, je ne suis pas moraliste, je ne suis pas là pour vous faire du tout de la morale, ni vous transmettre, mais c'est tellement important. C'est tout le conditionnement de notre vie, aussi bien dans notre foyer, dans le couple, penser à l'autre avant soi, dans tout ce qu'on fait. Vraiment, c'est une école de pensée que j'ai adoptée aussi, qui est chassidique, et c'est vraiment le don de soi, de se conditionner toujours pour penser à l'autre avant soi. Et c'est ce qui nous fait tenir. La preuve, c'est que des épreuves, on s'en sort toujours plus fort, et il faut en souhaiter le moins possible, mais tout ça, c'est pas pour rien, on est là. Ça aussi, c'est la revanche de mes parents. Ces enfants, les petits-enfants, ils ont connu, la plupart, mais pas tous, mais je sais que là-haut, ils les voient et ils sont très contents, très heureux. Et je voudrais que, par le souffle de tout ce qu'on fait aujourd'hui, dans ce monde, on accélère très très vite la Géoula, et qu'on puisse se voir tous ensemble, ceux d'en haut et ceux d'en bas. Bezrat Hashem. Et plus que jamais, puisque nous vivons des moments particuliers, être fiers de ce que nous sommes. Et puis d'aimer Hashem, plus que jamais. Et je crois qu'il faut lui parler, et on n'a que lui, et il n'a que nous. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants, et c'est notre Père. Et ça nous donne aussi des forces. Voilà, c'est un petit peu... Voilà, je vous souhaite beaucoup d'Aslacha dans tout ce que vous faites, et qu'on n'ait plus à témoigner de ces choses-là. Et qu'on parte sur le chemin de la Simcha et des bonnes nouvelles pour tout le monde. Bezrat Hashem. Voilà. Je voulais juste poser à madame, à une association s'appelle Chana, donc qui est bien connue. Est-ce que Chana, c'était le prénom de votre maman? Non, maman, c'était Myriam. Ah. Moi, je vais vous dire pourquoi on a voulu donner une connotation féminine à cette association. Et or, Chana, c'est la lumière de Chana. Et pour nous, Chana, c'est le symbole même de la femme juive, puisque c'est le prénom qui compose les trois lettres, les trois mitzvot fondamentales de la femme juive. Et on dit que par le mérite des femmes juives qui respectent les trois mitzvot, eh bien, on va amener la lumière dans ce monde. Et le slogan de Chana, c'est mettre en lumière ceux qui sont dans l'ombre. Donc justement, c'est de leur donner cette joie, cette simcha, de faire sortir d'eux-mêmes et de leur donner un peu de bonheur, et aussi bien sur le plan matériel que spirituel. Voilà. Et c'est aussi le prénom de la Rebbetzin Chana. Et c'était important de lier tout ça. Voilà. C'est tout ce que vous avez comme question. Voilà. Il y a d'autres questions? En tous les cas, je peux vous avouer une chose, je voudrais vous le dire, vous le confier, j'ai jamais parlé de ça. Donc vous m'avez fait sortir de moi-même, et
j'ai pas dit tout ce que je pouvais dire, mais je pense que c'est passé quand même. Voilà. Non, non, je pense que ça y est, ça suffit, je crois, n'est-ce pas? Merci. Je sais pas pour vous parler. Racontez. Non, je préfère répondre à des questions parce que c'est difficile d'enchaîner, de raconter encore, je préfère sur des choses tellement pas faciles, mais je vais conclure sur le positif. En tous les cas d'une épreuve, on s'en sort très fort. Ça, on le vit au quotidien. Il ne faut pas souhaiter d'épreuve, mais il faut souhaiter d'être très fort, donc c'est lié. Dieu a tout créé par deux, le oui, le non, gentil, méchant, l'épreuve. Et oui, avec plaisir. Ah oui. Décès des personnes, de différentes personnes, et où elles étaient, comment on les retrouvait? C'est dans les Congois, dans un gros bottin. Non, alors oui, c'est vrai, vous avez raison. Pour ceux qui sont en France, oui. C'est moi qui l'ai fait avec l'Arcet. Voilà, Cavode. Mais pour ceux qui étaient en Pologne, en Russie, en Lituanie, il n'y a pas aucune trace. Alors c'est pour ça qu'il y a le Iskor qu'on fait. Le Iskor, le Kaddish, qu'on fait Yom Kippour, qu'on fait le deuxième jour, les derniers jours de Pessah, qu'on fait, qui inclut justement toutes ces Neshamot qui n'ont pas eu le droit, mais ils sont partis comme les tzadikim, mais là-bas il y a les Kaddishim en permanence, je crois, pour eux, et vraiment. Voilà. Alors des dates, non. Je ne connais même pas les noms de ma famille. Juste les noms de grand-mère. Il n'y a plus personne, ni du côté de mon père. Il y avait peut-être un cousin qui est resté, qu'on a retrouvé, mais plus personne. C'était beaucoup plus, je dirais pas, on n'a pas le droit de dire que c'était plus difficile dans les pays de l'Est, c'est pas vrai. Mais ils ne sont même pas reconnus ici, je dis, en tant que déportés. Donc on n'a aucune trace. Mais je crois que par le fait d'être des familles comme nous sommes aujourd'hui, on les sent proches de nous. On les sent proches dans tout ce qu'on fait. Et tout ce qu'on peut faire pour leur donner du nahat là-haut et en bas, eh bien, il faut le faire. Voilà. Il n'y a que comme ça qu'on peut leur donner. Le Kaddish, c'est important, mais les mitzvot qu'on fait dans ce monde, pour tous ceux qui sont partis, pas seulement pour tous ceux qui sont partis de ce monde, c'est tout ce qu'on fait en bas qui va leur donner des forces et qui va les élever de niveau à chaque fois. C'est très important. Mais c'est pas facile. Mais ce qui est beau n'est pas facile. Il a complété Clarcel de d'autres pays, oui. Même d'Afrique du Nord, les noms de ceux qui ont été déportés. Mais il a fait un très beau travail. Mais moi j'ai un livre avec des pages blanches, je les tourne, et puis ils sont quand même inscrits dedans. Ah oui, bien sûr. Voilà. Est-ce que vous avez voulu aller en Lituanie Non. Pas du tout. Pas du tout. Je sais même pas où. D'abord où je vais aller. Mais je suis contente de savoir que dans la ville où ma mère est née, il y a aujourd'hui un Beit Chabad. Et oui, et Vidno. Et oui, et mon père qui était de Galicie. Voilà que maintenant en Pologne on fait aussi. On ressuscite des communautés. Des juifs qui se sont cachés jusqu'à aujourd'hui, il y a quelques années, réapparaissent, les seuls pauvres qui sont restés là-bas. Et pour eux, on fait un minyan, alors que c'est shluchim pour aller ailleurs, vivre dans un confort total. Ils sont partis en Ukraine, ils sont partis en Pologne, en Lituanie. Et Baruch Hashem, ils ont créé des communautés. Ouais. Il y a des grands rabbins aussi en Lituanie. Bien sûr, bien sûr. C'est l'école Litvak, c'est très connu, bien sûr. Et mes parents étaient issus de Paris, de familles très, 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 très fous. Mon père était de Bels et maman à côté de Lituanie. Attendez. Parce que, très bonne question, vous voyez, j'ai pas tout dit, alors vous allez tout savoir, vous voulez tout savoir. Vous répétez la question. Non, mais je préfère rester là. Voilà. Ah oui. La question, L'histoire, bon, bah, c'est mon histoire, parce que je vous ai parlé du mariage et du bébé. La question. Où Là. La question. Excusez-moi, quelle était la question? On n'a pas entendu la question. Prenez-le. Oui, Ça, c'est plus facile à vous promener si vous voulez dans la... La question était de savoir comment je suis arrivée ici. Voilà.
Comment je suis arrivée à Paris? Eh bien, je vous ai dit comment mes parents se sont connus ou non? Oui, mais c'était dans le convoi, n'est-ce pas? Donc, quand ils sont retournés à Poking et il n'y a plus de possibilité de partir en Israël, personne n'en voulait. Ils ne pouvaient pas retourner dans leur pays. Il n'y avait plus rien. Ils n'avaient plus rien sur eux. Ils n'avaient rien. Il faut reconnaître que le seul pays qui les a accueillis, c'est la France. Donc, mes parents sont arrivés avec un petit paquet dans les bras, sans bagage. Le petit paquet, c'était moi. J'avais 9 mois. Ils ont atterri à Paris. Comment reconstituer une vie à Paris? Je ne sais pas comment ils ont fait. Sans famille, sans argent, sans rien, sans la langue, rien. Il n'y avait pas les organismes aujourd'hui, comme aujourd'hui, là, qui pilulent partout pour aider ceux qui sont dans la détresse. Alors à l'époque, il y avait les Américains et qui cherchaient ces Juifs qui revenaient des camps et qui arrivaient un petit peu à les aider, à leur trouver du travail, et ils se sont constitués. Ils ont commencé dans une chambre au 5e étage sans ascenseur. Mes sœurs sont nées comme ça, les jeunes sœurs. Et après, il y a eu notre appartement, et voilà. Et voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on a atterri à Paris et c'était... Oui. Je suis née, et le premier bébé, c'était moi. Le premier mariage, c'était mes parents dans ce camp de réfugiés, qui était un camp réhabilité en camp de réfugiés, parce que tous ces juifs qui sont sortis des camps ne savaient pas où aller. Donc en attendant qu'il y ait une solution, ils sont restés plus de 4 ans pour certains. Oui. Oui. J'espère que je vais bien informer. La question que je me suis posée souvent... Approche-toi, Philippe, approche-toi parce qu'on n'entend pas. La question que je me suis posée souvent, oui. C'est les événements quand ils sont arrivés. Les gens n'ont pas sorti, vos parents n'ont pas dit il y a un problème qui se passe, il risque d'avoir un problème, il risque d'avoir un pogrom. Moi j'essaie de comprendre. Où voulez-vous qu'ils aillent? Je sais pas. Ils ne vivaient pas comme nous aujourd'hui, attention. Hein. Avec la situation où on est actuellement, où on ne peut pas comparer les choses, je ne dis pas que je veux comparer, mais j'essaie de comprendre. Voilà, ils ont dû, c'est pas arrivé pitom d'un coup comme ça, et puis on est venu. Non, ils ont envahi la Lituanie, ils ont envoyé des choses où ils se sont dit non, peut-être qu'on va pas être pris, je parle pas de vos parents, mais je parle d'autres personnes. Comment ça se fait que les gens n'ont pas vraiment bougé? C'est pas une critique, hein, j'essaie de comprendre combien de personnes peuvent rester comme ça, et puis se dire bon je sais pas, ça peut passer. Comment ça se fait que les gens n'ont pas réagi? Je vais vous dire quelque chose. J'ai oublié de vous rajouter une chose par rapport à mes parents. Mais c'est pas vos parents que je... Non, parce que le Rav qui a marié mes parents à Poking. Et cette histoire m'a été racontée toujours par la dame que j'ai vue à l'hôpital, pas par mes parents. Ils se sont mariés, et le Rav, il s'appelait Rav Gordon, c'était un très grand Rav. Et son histoire, c'est que justement, il était dans ce village en Lituanie. Il étudiait la nuit et il s'est un petit peu endormi. Et dans son rêve, on est venu lui annoncer que son village allait être emmené dans le ghetto par les nazis, que les nazis ont envahi la Lituanie et qu'ils allaient venir. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était des pays très pauvres et les non-juifs étaient très complices. Et avec les nazis. Et ils faisaient le boulot aussi des nazis. C'est eux qui venaient chercher les familles, etc. Il faut le savoir, donc c'est un peu la réponse. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire de ce grand Rav? C'est qu'on est venu lui annoncer, mais dans son étude, il a pas réagi. Vous savez, on peut avoir Emouna et puis les choses ne viennent pas comme nous on souhaite. C'est difficile de répondre à des questions. Pourquoi ils n'ont pas? Pourquoi? Que Dieu préserve qu'on ne soit pas à leur place. Mais non, je dis moi maintenant. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, tout son village a été tué. Ils ont été tués.
Et le seul survivant, c'est ce Rav. Et quand il est sorti des camps, il a fait un vœu. Il a dit, puisque je suis le seul survivant, je vais jeûner le restant de ma vie. Et c'est lui qui a marié mes parents. Donc, c'était un petit peu une demi-réponse à ce que vous pouvez poser comme question. Parce que, comme j'ai compris, en résumé, je ne sais pas si vous avez compris, comme moi, ou j'ai mal compris, mais c'est comment ils n'ont pas vu la chose venir, où ils vont aller. Ils sont dans la neige, ils ont rien, c'est déjà assez des pauvres. La Russie, c'était pas des gens, il y avait peut-être 2-3 riches dans le village, mais c'était tous des pauvres, c'était... qu'est-ce qu'ils faisaient? Mon grand-père, il était potier, l'autre était cordonnier, l'autre s'occupait de tout petits métiers. Où ils vont aller? Avec quoi? Il y avait le métro, le bus, il y avait quelque chose avant? Il n'y avait rien. Il y avait une luge, il fallait marcher à pied, des kilomètres et des kilomètres pour aller d'un point à l'autre. Je ne sais même pas comment il se nourrissait. Comment il a fait pour être sauvé parmi les camps? Il a été libéré des camps. Il a survécu au camp, comme mes parents. Comme mes parents. Ma mère est... Parmi tout le camp, seul, un chef. Je ne sais pas. Je vais vous dire, on m'a dit quelque chose dernière. Je vous transmets exactement ce qu'on m'a dit. Je me posais d'énormes questions, vous pensez bien. En plus, quand on est adolescente, on se pose d'énormes questions. Pourquoi ils se sont laissés? Pourquoi ils n'ont pas... Bon, il y a eu la révolte quand même du ghetto de Varsovie. Ils ont fait des choses avec des moyens mais minimes. Ils ont essayé de se rebeller. Ils ont essayé de faire... Il faut dire, c'est tellement dur. Tellement dur. Le père de ma mère, dans le ghetto, ils avaient quoi? Manger? Rien. Mais ce qu'il avait, il le donnait à ses enfants. Ce qui fait qu'il a commencé à gonfler. Et il est mort sur place de faim. Donc on ne peut pas, ça c'était le ghetto, mais dans la vie normale en Lituanie, ils étaient très pauvres, très très pauvres, ils vivaient des conditions très difficiles. Même pour se chauffer, c'était un problème. Il fallait chercher le bois, il y avait toujours de la neige, il faisait toujours froid. C'est pas évident du tout. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je voulais dire quelque chose. Ben voilà, je sais plus ce que je voulais dire à propos du Rav. Oui. On sait qu'il y avait des surveillantes juives qui surveillaient les ghettos et qui étaient très méchantes. Non, on les obligeait. Il ne faut pas dire ça. Pourquoi ne dites pas ça parce qu'ils sont morts aussi comme les autres. Est-ce qu'on les obligeait? Ça, c'était le vice du nazi. C'était le vice des nazis qui voulaient les humilier entre eux. De faire... j'ai lu une histoire ce matin, j'ai entendu. Jusqu'où il dit... Oui, c'est un témoignage ce matin que j'ai entendu. Il était jeune et... Ils sont venus chercher les jeunes dans le camp, les baraques, on appelle ça les baraques. Et ils les ont amenés dehors. Et ma mère aussi m'a raconté aussi un jeu, pour vous dire comment c'était cruel. Et ils leur ont dit comme ça, bon, qui c'est qui veut mourir? Il y en a qui ont levé la main. Dont ce jeune homme, qui est devenu aujourd'hui, qui a Lénara, je ne sais pas quel âge, jusqu'à 120 ans, il a levé le doigt, il voulait mourir. Parce qu'une vie comme ils ont eu, c'était raconté, c'était horrible. Des jeunes, qu'on faisait travailler, enfin, bon, beaucoup de choses. Qui c'est qui veut vivre, évidemment, c'était le reste. Ok? Alors ils avaient ce sourire, toujours sadique, vous savez, des behemoths, vraiment des bêtes. Et ils ont dit comme ça, eh bien, on va inverser les rôles. Ceux qui voulaient mourir vont vivre, et ceux qui voulaient vivre, eh bien, ils vont mourir. Mais ils parlaient en quelle langue, excusez-moi? En allemand. Ben, comme c'était Ashkenaz, Yiddish, vous savez, ça ressemble à peu. Ils ont fini aussi par apprendre l'allemand. C'est facile à comprendre. Et donc, évidemment, ils ont tué. Mais combien de cruauté le jour de Yom Kippour, par exemple, ils savaient ce que c'était pour les Juifs. C'était là qu'avaient lieu les plus grands massacres. Donc, ils priaient Hachem, bien sûr. Ils demandaient toute leur force. Et les nazis, plus ils priaient et plus ils continuaient. Ils disaient, mais où il est votre Dieu? Où il est votre Dieu? Regardez, on est en train de vous tuer. Où il est? Ils touchaient les chamas, mais avec leur cruauté, leur méchanceté. Ils lançaient des bébés en l'air, ils tiraient dessus. Ils faisaient des choses terribles, terribles, terribles. C'est des petits...
je peux pas, mais je sais pas si voilà, ce que je voulais dire, voilà, c'est ça. C'est que moi, je me suis posé beaucoup de questions. Et c'est normal. Quand j'étais enfant, je n'étais pas comme les autres. J'ai jamais été comme les autres. J'avais des parents, j'avais pas de famille. Ils étaient pauvres. Et je disais toujours, mais pourquoi? Et elle disait, maman, toujours, mais il faut que tu sois fière d'être juive, pas te cacher. Il faut que tu vives comme une juive, même si on te dit tout ça. Mais j'avais tellement de questions. Et quelque part, que Dieu me pardonne, j'en voulais à Dieu aussi. Je dis, je comprends pas. On n'a pas de famille, on n'a personne, c'est dur, mon père il travaille, il a pris un métier, maman elle ne pouvait pas travailler. Enfin, c'était, bon, Hachem, c'était bien, mais c'était dur. Et j'ai appris, il n'y a plus de questions et il n'y a plus de réponses. Il faut avancer. C'est tout. Et regardez aujourd'hui, il faut avancer. Ni à gauche ni à droite, avancer. Faire ce qu'on a à faire, et c'est tout. Sinon, ça nous affaiblit. Il n'y a pas de réponse. Voilà, on est proche maintenant de cette Géoula qu'on attend tous. On est vraiment dans le Zman, puisque c'est écrit dans la Torah. Tout ce que nous vivons maintenant, tout est écrit. Alors voilà, on fait tout pour qu'il vienne, et puis c'est tout. Voilà, ben, c'est tout. Bezrat Hashem. Le micro et de remercier Linda Berda, parce que c'est grâce à Linda Berda qu'on a pu voir ces témoignages ce soir.